merci d'abord. Et donc, au nom du Cercle Entreprise et Santé, on a le plaisir de vous accueillir pour cet atelier conférence centré. Alors, on dit très gentiment management et santé-travail, prévenir les dérives et cultiver les équilibres positifs. Le professeur Luc Brunet, que je vous présenterai dans 2 minutes, et lui, ses travaux, et je les connais, avec lui, c'est plutôt la question du management toxique et donc justement de la prévention du management toxique. Donc, merci à vous d'être là. Et donc, on a organisé, pour ceux qui nous suivent, on avait une carte blanche pareille, globalement en carte blanche au professeur Brunet. Donc, Luc nous vient du Canada, Luc Brunet nous vient du Canada et plus particulièrement de l'Université de Montréal. Je ne dirais pas depuis combien de temps on se connaît, mais ça fait un petit moment, comme dirait le canon, sur des questions justement à la fois d'audit social et d'équilibre social et psychosocial. Et Luc est professeur titulaire de la chaire donc management de psychologie du travail et des organisations, qui ont 2 termes finalement assez indissociables à l'Université de Montréal. Alors, on a bossé ensemble notamment sur les questions de violence, sur les questions d'impact des violences, sur les questions aussi de climat et de climat organisationnel. Et le deal aujourd'hui, si je peux me permettre pour toi, Luc, c'est de regarder plus précisément. Monsieur Michel est prié de venir s'installer par ici. Je suis désolé, je cafte, je vous ai vu là-dessus. Et donc, si vous voulez bien, on va faire les choses un peu en 2 temps. Je vous expliquerai tout à l'heure. À la fois, premier topo donc, de Luc, en carte blanche à lui sur ces questions de management toxique. Et ensuite voilà, on aura droit à un certain nombre de alors on dit co-réacteurs, co-intervieweurs, voilà, qui sont là, et merci. Donc, je vous présenterai tout à l'heure Maître Michel Ledoux, Arnaud Barillet et on a un 3e qui ne devrait pas tarder à arriver. Et moi, je suis Anne-Marie Levert, donc je suis, l'otage féminin à cette là, mais bon, il en faut, hein, donc voilà. Alors voilà, juste 2 mots sur qui on est. Nous, on existe, on est tout petit, hein, mais on existe depuis 2006 de façon tout à fait tonique, je dirais, sur les questions c'est que d'un côté. Donc vous aurez un torticolis que d'un côté. C'est comme ça. Sur les questions de prospective de la relation au travail, et si je peux me permettre, tout est dans le tiret chez nous, entre santé et travail, et qui symbolise, alors pour les férus d'intelligence artificielle, vous savez que l'une des façons à laquelle on reconnaît actuellement les travaux, entre guillemets, générés par intelligence artificielle, c'est par ce qu'on appelle le tiret quadratin. Et donc le tiret quadratin est un tiret un tout petit peu plus large que le trait d'union, qui traîne partout dans toutes les IA. Bon, nous on l'avait traîné partout avant, mais sur les interactions justement entre le travail et la santé, dans les 2 cas, en quoi l'un conditionne l'autre, et j'allais dire, et lycée de Versailles, et voilà notre question. Et donc on a 2 types d'activités, celle que vous voyez en bleu qui est le cercle interne, donc tous les mois, on réunit nos membres qui sont, alors, pour certains des services interentreprises de santé au travail, pour d'autres des entreprises en règle générale plutôt grandes, sur des questions de prospective en approfondissement. Et puis la partie verte, qui est celle qu'on appelle rayonnement réseau, c'est avec à la fois Préventica, qu'on connaît depuis là aussi des lustres, et puis d'autres qui sont de temps en temps les grandes écoles, de temps en temps, donc c'est les SEC et le CNAM, et de temps en temps d'autres. On organise ce qu'on appelle nos UX forums. Et les UX, c'est l'idée, on part toujours du terrain, toujours des utilisateurs, et puis forum, parce que, et d'ailleurs, même si Luc est là, il n'y a pas de vérité unique qui est révélée, et donc plusieurs points de vue là-dessus. Aujourd'hui, notre truc, il est vraiment ça, c'est-à-dire la position d'équilibriste, et donc on s'est donné aussi comme objectif de ne pas faire du management bashing, qui est très très à la mode en ce moment, parce que bien entendu, il faut toujours qu'il y ait un pianiste sur lequel on va tirer. Bah là, non, bien sûr, il faut pouvoir détecter les dérives, mais pas que. Et l'idée aussi, c'est que ce soit, j'allais dire, adapté à un peu tout type d'activité, qu'il s'agisse de BTP, de IT, de logistique ou autre, et comment débusquer les choses. Voilà. Donc je vous présente, il nous en manque un, mais je l'ai croisé tout à l'heure dans le salon, donc il ne devrait pas tarder à arriver. Luc, en Majesté, Université de Montréal. Attends, j'ai pas complètement fini, hein, donc voilà. Juste si tu peux peut-être dire 2 mots sur qui tu es. Oui. Alors, bon, est-ce que vous m'entendez? Alors, le mieux, c'est appuyer sur le menton, ce qui me permet de prendre des photos, pardonnez-moi. Oui, okay.
Alors, ça me fait plaisir de venir parler Sur le avec menton, vous. sur le menton. Sur le menton, OK. Ça me fait plaisir de venir échanger avec vous sur le leadership toxique. Et c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de venir à ma terre d'origine, donc où mon ancêtre est parti il y a 425 ans, donc de sa Normandie pour arriver à la Nouvelle-France en tant que soldat. Alors donc, je suis professeur à l'Université de Montréal, psychologie du travail et des organisations. Mes spécialités sont le climat psychologique de travail, la santé psychologique, et puis évidemment le leadership toxique en tant qu'inducteur de mauvaise santé psychologique. Et on va reprendre avec Luc peut-être tout à l'heure, mais vous voyez que les questions de terminologie sont importantes. C'est qu'en France, en ce moment maintenant, on parle beaucoup de santé mentale. Je dirais que depuis longtemps, alors peut-être que ce soit par pudeur ou que ce soit ce qu'on veut, mais le terme en usage, plus en usage au Canada, c'est la santé psychologique, Oui. et qui est quelquefois moins stigmatisante que le terme de santé mentale. Alors je vous présente, si vous voulez bien, nos autres intervenants. Donc juste là pour les présenter, mais ils prendront le micro ensuite. Arnaud Barrier, qui est juste à ma gauche, là, et qui lui représente l'ARAC, donc ARAC Nouvelle-Aquitaine, mais tu nous viens de Poitiers, et j'allais dire que lui, la question du management et du système de management, il est tombé dedans complètement. Michel Ledoux, maître Michel Ledoux, que vous connaissez sûrement, qui fait peur à plein de gens, et ils ont raison d'ailleurs. Vous avez été forcé de prendre des places au premier rang, et vous avez tort, parce qu'on ne sait jamais, il mord, et quelquefois plus fort que moi. Et donc il est avocat en droit social et spécialisé sur les questions de santé travail, et particulièrement, il nous a fait il y a peu de temps une planche géniale sur les RPS et la santé mentale et les enjeux de ce côté-là. Et puis, alors le troisième, il n'est pas là, mais il ne devrait pas tarder à arriver, il doit être en train de courir quelque part. Il nous vient de Suisse, donc vous voyez, on a enserré la francophonie loin, et là, cette fois-ci, lui est plus sur la question du facteur humain et innovation, et donc on aura son truc. Alors, je demande encore juste 2-3 minutes pour présenter le sujet et la structure, donc carte blanche à Luc, et puis les regards complémentaires avec les vôtres aussi. Moi, je voulais juste vous redonner quelques trucs qui sont... Alors, bien sûr, c'est pas chez nous. J'ai fait exprès de pas prendre les Stades France, parce que c'est pas la peine de vexer qui que ce soit. Et qui est la façon dont le stress a évolué dans tous les pays d'Europe entre 2019-2024. Et vous voyez, vous avez deux traits, donc depuis, en gros, l'avant-Covid jusqu'à l'après. Et j'ai quand même voulu mettre là-dedans ce qu'était la part des managers. Et donc, certes, les managers peuvent être toxiques, mais ils peuvent aussi être l'objet de stress et de management toxique. Et donc, les voilà de ce côté-là. L'autre question aussi qui monte partout, c'est la question de l'intensité du travail. Et donc, intensité du travail, sur lesquelles, là aussi, on voit depuis le truc est depuis 2010, on voit une intensité beaucoup plus importante récemment, avec quasi-égalité des deux. Et puis ça que je vous laisse méditer, parce qu'on est tous quelque part ou le manager de quelqu'un ou d'un projet ou de quelque chose, donc la notion elle est très très large, de savoir ce qu'est un manager. Est-ce que c'est au sens de la PEC un encadrant, ou est-ce que c'est un pas encadrant? Bon, c'est très global. Je ne sais pas les chiffres que vous avez en tête, mais les chiffres qu'on a en tête, nous, c'est selon les activités, c'est de l'ordre de 20% à peu près des effectifs, quelquefois dans certaines activités plus, dans d'autres moins. Et là, c'est le soutien managérial perçu. Et donc vous voyez que quand même, heureusement, il y a plus de 40% de gens qui disent qu'ils ont un haut soutien. Un soutien modéré, alors là, celui qui est au milieu, on sait qu'en règle générale, son cœur balance pas trop entre les deux, et donc voilà, c'est important. Et qu'on a 15%, on avait, puisque c'est une stat qui date il y a déjà quelques années, on avait, et là c'est d'Eurofound, le précédent c'était Gallup, ce que je vous indiquais, on a globalement ces chiffres-là. Voilà, donc ça c'était juste pour vous situer l'ensemble, vous redire les chiffres, on pense que c'est qualifié de manager, et je veux dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de mal à le qualifier. Et alors, pardon de dire des choses qui fâchent, mais le pire, c'est dans la fonction publique. Alors là, c'est encore plus compliqué de savoir entre la catégorie A, les vrais encadrants, ce qu'il en est. Donc le poisson est un peu noyé, mais quelquefois un peu beaucoup. Et donc, Luc, c'est à toi. Donc, quand tu veux, tu me dis si je vais trop vite ou pas assez vite dans les choses. Voilà.
Non, vraiment sur le menton, parce que si tu le mets pas sur le menton, personne ne t'entend. Okay. Et moi, je vais crier. En plus, avec l'accent, c'est plus difficile. OK. Alors, encore une fois, bienvenue. On va regarder effectivement ce que c'est que le leadership toxique. Est-ce que tu peux essayer celui-là? Parce que... Essaye. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Ah, OK. Alors, donc, on va regarder. Oui, le bruit de fond. OK, alors, on va parler, donc, encore une fois, du leadership toxique. Puis, je vais vous parler des recherches qu'on a faites où on a rattaché, essayer de voir la relation entre le bien-être psychologique et la détresse, donc ce qu'on appelle le stress et le stress, par rapport aux leaders et par rapport au climat de travail aussi. On a fait plusieurs études chez des infirmières à ce niveau-là. Mais tout d'abord, on va regarder ce qui en est du leadership toxique. Bon, il ne faut pas oublier que nos organisations sont des représentations de la société. Les gens que vous voyez circuler dans la rue, vous les avez en milieu de travail. Alors, et ça veut dire que vous les avez aussi en termes de leader à l'intérieur. On dit leader, tout individu qui va être suivi, qui va être attiré par ses subordonnés. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, Trump a le titre de leader. Alors, ça peut vous donner un peu une idée là, du type de leadership qui peut être exercé. Alors, donc, vous savez que vous avez plus de risques de rencontrer un psychopathe au travail qu'à l'hôpital ou en prison. Ce qu'on appelle des psychopathes sous-cliniques. On va en parler tout à l'heure de leur comportement. Et ces gens-là font des dévastations dans l'organisation. Alors, on va parler de différents types, les 3 types qu'on a étudiés, nous, dans nos recherches, donc sur le leadership. Et puis, en passant, donc, le leadership destructeur ou toxique. Ça fait appel, comme on dit ici, donc, à des comportements qui visent à faire préjudice, à faire du mal, ou encore à affecter émotionnellement les cadres hiérarchiques ou encore les employés, donc en les encourageant. Parce que quelqu'un qui a un leadership de type destructeur ou toxique, parce que ça c'est un synonyme, ces gens-là peuvent aussi faire du tort à ceux qui sont en haut d'eux, qui occupent des positions supérieures, autant qu'aux subordonnés en bas. Ben, c'est des gens qui ne pensent qu'à eux. Alors, à transgresser les normes et les idées légitimes de l'organisation. L'efficacité dans les organisations est rattachée aussi à ça. Les leaders toxiques ne visent qu'à satisfaire leur propre ego dans le milieu de travail. Ensuite, à adopter à leur tour un style de leadership recourant à des méthodes et des comportements nuisibles et injustifiés afin d'influencer négativement les membres de l'organisation. Ça va inciter, dans certains cas, des subordonnés à adopter le même style de comportement parce qu'ils perçoivent que ça prend ça pour réussir dans le lieu de travail. Donc, j'ai un leader qui est destructeur, qui est toxique, et ça me dit, ah, moi je dois adopter ça. Si je veux réussir, il va falloir que j'adopte ce comportement-là. Alors, on peut passer à l'autre. Je profite de l'intermède pour vous dire que si vous avez tous badgé, on vous enverra à la fois le lien pour le replay et le lien pour le support et d'autres supports si vous le souhaitez. Voilà, pardon, ça y est, j'ai profité de l'intermède pour retrouver ma zapette. OK. Alors, on va regarder les différents types de leadership destructeur ou toxique. Alors, on a dans un premier temps le leader tyrannique comme tel. Leader tyrannique... c'est celui qui englobe à peu près les 3 types de personnalités les plus malsaines. Alors, c'est un leadership qui est fondé sur le favoritisme, orienté vers la définition des gains personnels et aussi élimine les subordonnés dans son mode de fonctionnement. Peu importe qu'on soit dans le secteur privé et public, on a retrouvé des leaders toxiques. En milieu hospitalier, dans la recherche qu'on a fait, on était à plus de 20% de leaders toxiques. Et on a fait la relation, on a regardé la relation entre le leadership toxique et les problèmes de santé psychologique chez les infirmières ou les infirmiers, et la corrélation est quand même assez forte. Donc, leadership narcissique accompagné d'arrogance et associé le besoin de pouvoir, si vous voulez, d'animation et de domination. Le leader narcissique, il a soif de pouvoir. Pouvoir, c'est très important. S'il peut dominer les gens qui sont en dessous de lui ou de elle,
c'est ça qui, bien souvent, au travail, va l'intéresser. Et le pouvoir ici est utilisé dans le sens réellement égocentrique d'avoir du pouvoir pour le pouvoir chez l'autre. On a ensuite le leadership machiavélique. Le leadership machiavélique, souvent représenté dans les organisations qui commencent à avoir des difficultés. C'est fondé sur la manipulation et le contrôle interpersonnel. Le leader machiavélique, c'est un leader qui n'a pas d'empathie, dont la fin justifie les moyens et qui n'a aucun problème à agir, je vous dirais, durement avec les subordonnés. Cet individu-là, le machiavélique, et c'est un individu calculateur, bien souvent. Comparativement au narcissique, le machiavélique est calculateur dans sa façon de faire. Le leadership aussi, laisser faire. On est en train présentement de commencer une autre recherche là-dessus. Le laisser faire, c'est le leader qui laisse ses employés faire ce qu'ils veulent, il ne donne pas de direction. Quand vous en avez besoin, la personne-là n'est pas là. Et c'est aussi drastique pour les employés que le leader, je vous dirais, narcissique. Parce que si vous avez des problèmes, personne ne va vous aider pour les problèmes. Et puis à ce moment-là, vous allez subir les conséquences. Alors, 2 facteurs associés au leadership qu'on a observés depuis plusieurs années. Là, on parle de 30 années de recherche dans notre laboratoire. On a d'abord le climat de travail et la santé psychologique faible chez certaines personnes. Le climat de travail, c'est la caractéristique que vous avez, la perception que vous avez de la façon d'être traité et géré dans votre milieu, qu'il soit hospitalier ou autre. C'est cette perception-là qui va orienter vos comportements. Si vous considérez que vous êtes maltraité, ben c'est ça qui va vous influencer dans votre travail. Le climat de travail est très pernicieux parce qu'il est en même temps conscient et inconscient. Vous avez tous déjà remarqué en allant visiter des collègues dans un milieu différent du vôtre, qu'il y a souvent une première perception qui vous vient à la tête, j'aimerais ça travailler ici ou pas. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà remarqué ça? Non? Ah, bien, vous êtes chanceux. Alors, souvent, on va entrer dans un milieu et on va se dire, ben, je sais pas, j'aimerais pas ça travailler ici. J'aimerais ça. Alors, c'est qu'on perçoit inconsciemment la relation que le personnel ou la direction va avoir vis-à-vis de vous, et on perçoit aussi inconsciemment l'environnement de travail. Si on a un environnement de travail qui est plus ou moins propre ou quoi que ce soit, ça donne une impression dont les gens sont traités. Après ça, on va parler de la... Voyez-vous, c'est ça ici, la définition du climat. Donc, une caractéristique de l'organisation qui décrit la relation entre les acteurs de l'organisation telle que mesurée par la perception que se font en majorité des gens. Le climat organisationnel a pour but d'induire, normalement dans une entreprise, dans un hôpital ou autre, un sentiment de confiance. On va s'apercevoir que dès qu'on perd la confiance dans le milieu, c'est comme une allumette. Ça n'allume qu'une fois. Quand vous perdez la confiance en quelqu'un, vous allez voir que ça prend du temps avant que cette personne-là puisse vous amener à lui faire confiance. Puis même à ça, si vous arrivez à lui faire confiance, vous allez toujours avoir un doute qu'à un moment donné, vous pouvez la perdre, cette confiance-là. Alors, le climat, ici. On a observé, entre autres, dans les différentes institutions qu'on a faites des recherches, on a fait des recherches ici sur le climat en Belgique, en Suisse aussi, et on voit qu'il y a 6 niveaux de climat qu'on peut observer dans un milieu de travail. À partir d'un climat de malveillance, où là, c'est l'enfer. Votre milieu de travail, c'est réellement l'enfer. On peut avoir un climat de nuisance où on a l'impression que la compétition est tellement forte entre les gens qu'on se nuit. On va avoir le climat de rigidité. On s'aperçoit qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit. Ça ne changera jamais. On va avoir le climat de souplesse. On dit oui, on peut. Puis on peut faire confiance un peu au système. On a un climat de soutien où on sent que on a du soutien de la part de notre organisation, de la part de nos dirigeants ou dirigeantes. Puis on a le climat de bienveillance. Puis là, c'est le paradis. On a observé qu'à peu près 3 à 4 des organisations ont un climat de bienveillance. Alors, tout ça, là, les 3 premiers climats, la méfiance est instituée là-dedans. Et on a observé que aussi des climats pathologiques. Les organisations sont des organisations d'humains
ils peuvent être déficients en elles-mêmes comme l'humain. On a trouvé des climats dépressifs. Ça, c'est des climats dans une organisation où vous entrez dans cette organisation-là et vous avez l'impression que les employés sont des zombies. Vous avez le climat dramatique, c'est une organisation qui a tendance à monter en épingle la moindre petit incident, de telle sorte que la façon de faire votre travail, vous avez l'impression de marcher sur des œufs. On a le climat compulsif, où ce qui était à la mode il y a des années va toujours être à la mode. Ça, c'est des types d'organisations dans lesquelles, quand vous travaillez là-dedans, vous savez comment ils vont vous fêter comme vous allez prendre votre retraite dans 35 ans. C'est toujours la même mode. Après ça, paranoïaque. Les organisations paranoïaques, c'est que on a institué, la direction a institué chez les subordonnés, chez ses employés, un climat de surveillance extrême. Tout le monde se sent surveillé. Et on a le climat schizoïde, ça c'est très particulier. C'est un climat dans lequel la direction se campe dans leurs orientations, la réalité, sans vérifier si elle tient tête. On a observé la même chose aux États-Unis dans les organisations automobiles en 2008, quand il y a eu la fameuse crise économique, où on avait entre autres General Motors qui produisait des voitures le même type de voiture depuis 30 ans. Puis ils se disaient, on n'a pas besoin de changer. Nous, on est sûr, on sait ce qui est bon pour l'autre, sans vérifier si l'autre veut bien savoir ça. Alors, dans les climats de confiance, on va trouver des climats éthiques. Un climat où l'éthique personnelle, l'éthique organisationnelle, le bien-être, la sollicitude vis-à-vis des autres devient extrêmement importante. Puis on va avoir aussi plus de créativité dans ces types de climats-là. Okay. Alors, notre modèle de santé qu'on utilise depuis une trentaine d'années est inspiré des derniers travaux. Vous devez connaître Hans Selye, celui qui a découvert le stress, la plupart d'entre vous, qui a enseigné à l'Université de Montréal. Donc, il m'a enseigné. Puis il disait à l'époque, il dit, ma définition, ma notion du stress maintenant est mal saisie. Il dit, on n'en a gardé que le sensationnalisme du stress, c'est-à-dire la détresse. Tandis que le stress bénéfique, on n'en parle pas. On va dire, dans tel hôpital, mettons, 50% des infirmières seront stressées. Mais combien est-ce qu'il y en a qui sont bien? Alors, on a trouvé que, à partir du stress, on pouvait établir un mode d'évaluation basé sur le bien-être et basé sur la détresse, c'est-à-dire le mal-être. Dans votre travail, vous en avez de la tension. Ah? C'est sûr. Oui, mais vous avez aussi du bien-être. À partir du moment où le bien-être est supérieur à la tension, à la détresse, bien, vous allez continuer à travailler. À partir du moment où la détresse devient supérieure, là, vous allez commencer à être malade. Alors, le bien-être psychologique, on va retrouver des gens qui sont en bien-être psychologique parce qu'ils ont une sérénité avec eux. Le contraire, c'est l'anxiété. Ils ont une implication au travail. D'autres, c'est le désengagement. Et ensuite, on a l'harmonie ou l'irritabilité. La détresse psychologique, on la retrouve parmi l'irritabilité et l'agressivité. Les gens qui commencent à souffrir de détresse deviennent irritables, anxieux. Vous avez déjà connu des collègues qui commençaient à mal se sentir dans leur peau, et puis vous avez beau leur dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Puis ils vont vous dire, je suis capable, je n'ai pas besoin d'aide. Plus un individu descend au niveau de sa santé, plus il s'en va vers ce qu'on appelle le burn-out, moins il va demander de l'aide. Parce que demander de l'aide, c'est stressant. Alors, on a ensuite de ça l'anxiété, dépression, et ainsi de suite. Alors, voici une recherche qu'on a faite auprès de 907 infirmières au Québec. On a regardé les états de santé chez eux. Alors, j'en profite 2 secondes pour t'arrêter pour te dire que tu as 15 minutes encore au total. OK. On va aller vite. Bon, alors, je peux revenir sur le tableau. On va passer aux autres tableaux. D'accord. En tout cas, tout ça pour vous Parlons dire du stress, hein, mais bon. Oui, c'est le tableau du stress. Ça pour vous dire qu'on a observé que 27% d'infirmières souffraient d'un état de détresse intense. Environ 30% souffraient de modéré et le reste, c'était, ils disaient, en relatif bien-être. Alors, parce qu'on remarque qu'il y a 2 pôles importants. Donc, dans la santé, il y a le bien-être et la détresse. On peut avoir un bien-être élevé, détresse faible.
On va avoir un bien-être faible, détresse élevée. Ça conduit à la maladie. Et on a retrouvé des cas assez particuliers. Pas de bien-être, pas de détresse. C'est comme conduire avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. 4 des gens souffraient de ça à l'intérieur du milieu, ce qu'on appelle l'aliénation, en fait, comme syndrome. Ces gens-là, le travail, c'est plus une préoccupation, donc ils ne sentent plus de stress venant du travail. Puis comme c'est plus une préoccupation, ils ne sentent aucun bien-être dedans. Alors, ici, je vous ai mis un tableau, un tableau rattaché avec le leadership tyrannique. Alors, ce qu'on remarque avec le leadership tyrannique, les chefs sont peut-être petits. Voici les éléments qu'on a retrouvés. Alors, au niveau du rendement au travail, moins 14 %. Plus le leadership est reconnu comme tyrannique, moins j'ai tendance à produire. Vous allez dire, c'est pas beaucoup, moins 14, mais ça nuit quand même au système. Au niveau de la mobilisation, c'est la motivation, mobilisation. Moins 0,07. Donc, il y a un effet démobilisateur d'avoir des directions qui sont toxiques. Bien-être psychologique, regardez bien, moins 0,30, plus 0,30. Plus je vis de la pression venant du leader, plus je vais être mal. Donc, bien-être psychologique va être mal. Détresse psychologique, 0,33 %. Plus je vis sous un régime tyrannique, plus je vais être malade. Alors, on a le climat de travail, moins 0,42, énorme. Le climat de travail. Quand partir le matin de la maison pour aller travailler devient un enfer, parce que tout nous fait mal à l'intérieur, ça devient effectivement très toxique. On a ensuite de ça l'intention de quitter l'hôpital chez les infirmières, 0,33, de lâcher la profession complètement. Parmi les infirmières qu'on a consultées et ceux qui disaient qu'ils avaient un leadership toxique se demandaient quand est-ce que je vais pouvoir changer. L'intention de quitter aussi la profession, ça a découragé bien des infirmières dans certains cas. Et puis l'intention de quitter, ni plus ni moins, l'intention de quitter l'unité aussi, le service. Donc, si on résume, ça réduit le rendement au travail des infirmières. Ça réduit les comportements de mobilisation de performance de citoyenneté des infirmières. C'est-à-dire l'investissement que l'employé va mettre au travail. Ça réduit le bien-être psychologique. Ça augmente la détresse psychologique. Et finalement, ça a une incidence, évidemment, sur le climat de travail qui va être de plus en plus négatif. On passe à l'autre. Le leadership destructif prend sa naissance de la perversité, je dirais, du gestionnaire comme tel. Parce que là, on nous demande bien souvent, ça vient d'où, ça? Le leadership tyrannique, il y a des traits de personnalité importants. Là, ça veut dire que lors de la sélection, on n'a pas tenu compte de ces traits-là, mais il y a des traits de personnalité importants. Puis changer la personnalité de quelqu'un, c'est extrêmement difficile, là. Donc, on ne change pas quelqu'un rendu à 30 ans par rapport à ce qu'il fait présentement. De nombreuses organisations éprouvent la difficulté à gérer les conflits interpersonnels. Il y a beaucoup, on a remarqué ça aussi dans les hôpitaux, souvent les gestionnaires disaient, ben là, les infirmières n'ont pas l'air contentes, mais c'est le problème. Ça, s'ils se sentent en conflit, c'est des adultes d'après tout, hein, sont matures, alors on s'en occupe pas. Dans quelle mesure ce contexte continue à gérer les leaders destructeurs? C'est sûr que ça se perpétue. Ils sont un peu comme des lapins qui se multiplient entre eux. Il suffit qu'un leadership destructeur, un individu soit entré avec un leadership destructeur pour que bien souvent, on va aussi renommer un autre leadership destructeur tant qu'on ne sait pas ce qui vient de la base, comment les gens de la base se sentent. Le climat de travail, quand il commence à se sentir mauvais dans un hôpital, quand la direction commence à sentir que ça ne va pas bien, ça fait longtemps que le feu est pris à la base. Alors, parce que souvent, ils ne tiennent pas compte des messages qui arrivent avec ça. Dans quelle mesure les leaders transformationnels peuvent devenir des leaders destructeurs?
Parce qu'il y a plusieurs théories de leadership. Quand on a commencé à travailler sur le leadership, on est allé faire un tour sur Google, puis on s'est retrouvé avec 100 quelques mille théories de toutes sortes, leader transformationnel, leader transactionnel, leader situationnel, et ainsi de suite. Alors, je vous arrête 30 secondes parce que c'est un peu aussi les questions qui vont être pour vous deux là tout à l'heure. On voit bien quelle est la part, bien sûr, de la personnalité de la personne manager, mais en même temps, quelle est l'incidence que ça peut avoir et comment. Nos vraies questions, c'est comment est-ce qu'on peut y remédier. Est-ce que y remédier, c'est s'en séparer, ou est-ce que y remédier, c'est de ce que tu disais, des actions de type coaching, formation ou autre, ou bien est-ce que finalement la raison et la raison d'être de ce type de comportement ne peut pas être trouvée ailleurs, avec une question qui est très importante dans la mesure où vous êtes, j'allais dire, tous les uns et les autres engagés dans des transformations et dans des changements importants. Est-ce que quelqu'un qui a dirigé le changement, qui a piloté le changement, à la limite, a vocation ensuite à redevenir, j'allais dire, un leader normal. Alors, pardon de te couper la parole, mais c'est aussi pour reprendre les choses. Peut-être sur d'autres types de questions, Luc. On peut revenir peut-être en discussion tout à l'heure. Sur la précédente ? Pardon? Je n'ai pas compris. Plus après ou avant? Non, on peut arrêter là, puis on peut revenir à ça lors des questions. D'accord. Lors des échanges. D'accord. Ouais. Ok, et ben alors peut-être question à vous tous et questions parce que on a plein de matos encore et ça on vous le donnera, je dirais encore une fois après. Mais ce qui est important, c'est d'avoir vos questions et vos réactions à vous. Puis on va laisser peut-être Luc boire un coup de ce côté-là. Comment vous réagissez, j'allais dire peut-être tous les deux et Arnaud Barillet, donc Aract, Nouvelle-Aquitaine et plus spécifiquement Poitiers, et puis Michel Ledoux là-dessus, où on voit bien le profil et les dégâts potentiels d'un leadership, d'un leader ou d'un leadership, et c'est bien la question toxique. Arnaud, à toi d'abord. Ok, merci. Vous m'entendez bien? Ouais. Alors, nous, du côté Anact, on s'est posé la question, évidemment, de la place du management dans ce qu'on appelle en France les RPS. Il y a déjà, on va dire, plus d'une quinzaine d'années, notamment dans la continuité des événements qui se sont passés à France Télécom et puis au Technocentre de Guyancourt. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un peu de recul aujourd'hui sur ce qui ne marche pas dans le cadre de climat délétère avec un rôle du management. C'est les formations sur la prévention des RPS administrées aux managers. On a vu l'expérience que ça a donné chez France Télécom. Les managers sont juste ressortis de cette formation en ayant un peu plus de choses sur leur liste de courses et en se sentant en plus responsable de tous les maux. Donc c'est encore un travers qu'on retrouve aujourd'hui. C'est extrêmement facile de tout mettre les problèmes de dysfonctionnement sur les épaules des managers. Après, il faut s'interroger sur comment sont managés les managers. Aujourd'hui, il faut savoir que dans la plupart des entreprises en France, les managers ne sont pas managés comme les autres salariés, voire ne sont pas managés du tout. Aujourd'hui, on a besoin d'un CACES pour conduire un chariot dans l'entreprise, mais on peut tout à fait manager 200, 300, 400 personnes sans avoir de certification ou de diplôme nécessaire pour la pratique de cette activité. Donc, une activité managériale qui échappe à la nécessité de formation et surtout une activité managériale qui échappe à la nécessité d'évaluation. Il y a Henri Lachmann, le président du conseil de surveillance de Schneider. Il disait « Les gens se conduisent comme ils sont évalués ». Or, je vous pose la question, est-ce que les managers sont évalués sur leur management ? Est-ce que les managers sont évalués sur l'absentéisme dans leurs équipes, sur un baromètre de qualité de vie au travail dans leurs équipes, sur le taux d'accident du travail ou de maladie professionnelle? Non, on n'a jamais vu ou très peu de managers qui sont vraiment évalués, dont la carrière progresse en fonction des résultats très bons ou très mauvais qu'ils ont sur cette activité de management. Donc, pas de formation,
pas d'évaluation de ce qu'ils font. Donc, il ne faut pas s'étonner que ceux qui ont, voilà, peut-être comme ça a été évoqué, un penchant un peu tyrannique, puissent l'exprimer en toute liberté dans l'entreprise. Donc, je dirais qu'il y a un système qui cautionne un peu cette dérive des pratiques managériales. Alors, ça ne veut pas dire que tout est foutu, bien sûr, mais il s'agit quand même de se poser aussi un certain nombre de questions assez complexes. Nous, enfin, on accompagne des entreprises depuis plus de 15 ans sur le sujet. Il y en a qui trouvent ça intéressant d'évaluer les managers. Alors, on va faire un baromètre QVT où on va évaluer les managers sur l'absentéisme dans leur service. Mais ce qu'ils oublient souvent, c'est de se poser une deuxième question fondamentale. C'est une fois qu'on aura l'évaluation des bons et des moins bons, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et puis là, moi, j'ai pas mal d'entreprises qui me disent « Ah bah oui, ça, on n'y avait pas pensé. Qu'est-ce qu'on va en faire des moins bons et puis des bons ?» Alors, nous, on leur apporte des éléments de réponse. Bah, les moins bons, bah, on pourra leur proposer des actions de formation ou autres. Mais il faut aussi reconnaître les bons. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir de la promotion. Et puis surtout, se dire que pour les prochains managers qui arrivent, on va plutôt les mettre en tuilage ou en tutorat en priorité avec les managers qui ont des bons résultats, sachant que ce n'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a vraiment... On va peut-être revenir après, parce que effectivement, c'est la question qu'on aimerait bien vous poser, merci Arnaud, qu'on aimerait bien vous poser à vous aussi, c'est comment ça se passe chez vous, parce qu'on voit bien je dirais, l'interrogation très profonde qu'il y a, c'est pas sur les personnes, ça peut être sur le système et sur la façon dont le système lui-même est cornaqué, peut-être aussi appel à vos réactions. Et puis de votre côté, Maître Ledoux, Michel, j'allais dire, d'un point de vue bien sûr juridique, mais pas que judiciaire, avec l'expérience que tu as sur finalement l'importance ou pas des enjeux et des indicateurs et de la performance santé-travail, si on peut dire, à côté d'autres. Comment tu sens les choses et notamment ce que sont les orientations que Luc Brunet nous donnait? Oui, par rapport à ce que Luc vient de dire, on revient sur une de mes interrogations récentes. Attends, je crois que je vais te donner mon micro. Ouais, on a beau taper dessus, comme le technicien n'est jamais là, on est... Oui, par rapport à ce qu'a dit Luc, moi, ce qui me fascine depuis quelques années, c'est qu'on demande aux employeurs de former, évidemment, les salariés. Bon. Ce que je ne comprendrai toujours pas, c'est pourquoi, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, dans les universités, pourquoi les gens qui vont diriger les entreprises ne bénéficient pas d'enseignement santé-sécurité. Je ne parle pas de sensibilisation, hein, je parle d'un véritable enseignement. On leur apprend la finance, ces derniers temps probablement l'intelligence artificielle, mais la santé-sécurité, ils n'y connaissent rien. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant, parce qu'ils sous-traitent en général cet aspect qui a longtemps été perçu comme négligeable aux préventeurs, en général sur la santé physique, au DRH sur la santé mentale, mais ils ne connaissent rien. Quand je dis enseignement, c'est un trimestre au moins d'enseignement sur les bases de la santé et de la sécurité. En clair, tu es nul en santé, tu redoubles. Et ça n'existe pas. On nous rabâche sans arrêt qu'il faut former les opérateurs, mais ceux qui dirigent la manœuvre ne sont pas formés. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on leur apprendrait rapidement? Déjà, on leur rappellerait les dispositions du Code du travail, de la 4e partie. Hein. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs, physique et mentale. Hein. On leur apprendrait le dernier état de la jurisprudence. Hein, maintenant, vous le savez, il n'y a plus d'obligation de sécurité de résultat. Il y a une obligation de prévention. Hein. L'employeur peut s'exonérer éventuellement de sa responsabilité s'il justifie avoir respecté ce qu'on appelle les principes généraux de prévention, autrement dit une bonne évaluation des risques et des plans d'action bien foutus, intelligents, complets, effectifs sur le terrain. On leur apprendrait ça. Hein, et on leur disait, puisqu'ils doivent justifier, comment on justifie? Déjà avec un bon document unique, évidemment, d'évaluation des risques. On leur apprendrait que les documents uniques souffrent de deux pathologies, l'obésité ou l'anorexie. Hein, que les documents uniques, si on veut qu'ils soient effectivement utiles à la prévention, n'ont pas besoin d'être énormes, puisqu'aujourd'hui, plus personne ne lit rien. Donc il faut simple, précis, concret, effectif. Bon, on leur apprendrait effectivement que l'employeur porte la charge de la preuve. Autrement dit, en cas de pépin, ce n'est pas au salarié de démontrer que son employeur n'a pas respecté les règles, c'est à l'employeur de démontrer qu'il les a respectées.
la charge de la preuve pèse sur les épaules de l'employeur. On leur apprendrait également comment on trace, d'ailleurs, si on en revient un peu à la question des risques psychosociaux, en cas d'alerte, l'employeur doit mettre en œuvre une enquête interne, sans délai, nous dit la Cour de cassation. Une enquête qui doit être objective, qui doit être évidemment impartiale, et à partir de cette enquête, qui va démarrer sur une alerte, on va objectiver ou pas qu'on est en face d'un harcèlement moral, sexuel ou tout ce que vous voulez. Donc on leur apprendrait les bases, et on leur apprendrait que, en termes de responsabilité pénale, pour le coup, je glisse sur le pénal, c'est à l'employeur ou à son délégataire de respecter les dispositions et du code du travail et du code pénal, et que s'il ne les respecte pas, il risque d'appeler passer quelques semaines ou quelques mois, éventuellement en maison d'arrêt. On leur apprendrait que la responsabilité, que l'employeur porte cette responsabilité. C'est pas, ça date du début du XXe siècle, même de la fin du XIXe siècle. C'est l'employeur qui porte la responsabilité de la santé et de la sécurité. Et donc, à partir du moment où on ne leur apprend pas les fondamentaux, allez vous étonner que les dérives qui ont été décrites à l'instant ne cessent de prospérer. Et alors, on sait bien, concernant... Et puis après, j'arrête, Anne-Marie. Non, c'est bon, merci. Après, j'arrête, mais on sait bien que si on parle du harcèlement, vous le savez très bien qu'on est passé en France, poussivement d'ailleurs, de l'individuel au collectif. On a commencé par le harcèlement individuel, interpersonnel, pour prendre une image d'Épinal, un pervers narcissique qui harcèle le collaborateur. Ensuite, le harcèlement managérial. Là, c'est une politique de gestion, mais qui harcèle au moins un salarié identifié. Et puis, à la suite du dossier France Télécom, le fameux harcèlement institutionnel, une politique qui tente à restructurer un collectif de travail et qui dépasse largement les limites acceptables du pouvoir de direction de l'employeur, sans même d'ailleurs que pour le coup, l'employeur condamné connaisse les salariés, il harcèle un collectif, c'est devenu du harcèlement institutionnel. On est passé, donc je le répète, de l'individuel au collectif, et tout ça, si on ne le sait pas, si on est uniquement spécialiste en finance, effectivement, je ne vois pas comment on peut faire respecter sur le terrain des règles qu'on ignore. Et effectivement, pour moi, c'est extrêmement basique. Et je pense que dans les années qui viennent, il va falloir en effet se poser cette question-là. Il faut former tout le monde, même l'employeur. Et cette formation doit être tracée, objectivée. Voilà un petit peu ce que je peux dire très rapidement. Mais merci d'insister là-dessus, parce que je vais te redonner la parole, Arnaud. Mais c'est vrai que là, simplement, la question, si je peux me permettre, Michel, c'est le « on ». Qui est le on dans les écoles de commerce? Parce qu'en gros, pour avoir un peu comme toi essayé de prêcher la bonne parole, de temps en temps, j'ai failli avaler la cravate que j'avais pas en discutant avec les étudiants de l'autre côté, qui me disaient « Oh, madame, ce que vous racontez, c'est bien gentil, mais vivement qu'on soit aux manettes pour qu'on ait plus ces emmerdements-là. » Et donc, effectivement, une inconscience totale de ce qu'est leur responsabilité, je veux dire, future comme chef d'entreprise, mais même future comme, je vais dire, manager direct d'équipe, parce que maintenant, eux-mêmes peuvent être en cause. Alors, de ce côté-là, moi, j'aime pas avoir, ce que tu fais, très bien, excuse-moi, la vente à la trouille en leur disant, mais c'est quand même là la réalité pour faire évoluer, c'est ça. Il y a le droit a complètement changé, et maintenant, faites gaffe les mecs et les meckesses, d'ailleurs, même combat, il y a un risque personnel que vous courez en tant qu'exerçant une responsabilité où vous incarnez l'employeur. Vas-y, Arnaud, juste un mot, Anne-Marie, la santé au travail, ça ne s'invente pas, ça s'apprend. C'est des règles précises. Si on ne les connaît pas, on a, à mon avis, bien du mal à les appliquer. C'est quelque chose de technique. Il y a des règles techniques, comme la finance, comme les choses. C'est technique. Ça ne tombe pas du ciel quand on est employeur. Et vous voyez, moi, j'arrête après. Il y a certaines structures. On trouve ça peut-être dans les hôpitaux, organismes de recherche, dans lesquels le chef, c'est le meilleur techniquement, scientifiquement. T'es très bon scientifiquement, t'es chef. Or, ces gens-là sont parfois des nullités absolues en termes de management. Ils ont les diplômes, ils ont une connaissance scientifique, ils sont archi nuls. Et parfois, ils font beaucoup de dégâts. Ça veut dire qu'on peut être très intelligent et nul en matière de santé et de sécurité au travail. Oui, et dans d'autres matières traitant du capital humain, fin de parenthèse, Arnaud, et puis on aimerait bien, merci Michel, avoir l'opinion de Luc sur l'évolution ou pas de la formation au Canada. Arnaud, à toi. Alors c'est simplement pour enfoncer un peu plus le clou de ce qui vient à être dit. En plus, aujourd'hui, on a les référentiels qui vont bien.
il y a un référentiel qui a été produit par l'INRS avec le soutien de William Dabb qui s'appelle le référentiel BEST, base et éléments de santé et sécurité au travail. Il y en a un pour les écoles d'ingénieurs, un pour les écoles de management, et ce référentiel, il est disponible, mais par contre, voilà, ça rechigne toujours à appliquer ce référentiel, à évaluer correctement les futurs ingénieurs, les futurs managers, sur la base aussi de ces éléments qui peuvent être maîtrisés ou pas. Donc il y a quand même des choses qui ont été faites sur le sujet. Il y a aussi un livre blanc sur ce qu'on appelle, nous, au niveau du réseau Anactaract, le faire école, c'est-à-dire intervenir partout là où il y aura des futurs managers pour les sensibiliser aux facteurs humains. Et le pire, c'est que ça les intéresse. Ça intéresse les futurs boulangers qui vont avoir des apprentis, ça intéresse les futurs managers de comprendre qu'un homme au travail, c'est pas stimulus-réponse, que ça relève d'un certain art, d'une certaine pratique, d'une certaine complexité. Si c'est bien fait, ça les intéresse, tous ces managers, tous ces futurs managers. Mais il faut que ça soit bien fait et il faut qu'il y ait la place pour le faire aussi. Oui, mais merci Arnaud et merci tous les trois de souligner ça, avec la place d'autant plus importante. C'est un peu la question que je voudrais te poser aussi à Luc, de l'évaluation. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu disais tout à l'heure en citant Lachman et qui disait finalement on est bon sur on cherche à être bon sur ce en quoi on est évalué. C'est ça pour tous les gamins de France et de Navarre en matière d'école, mais c'est de la même façon dans l'entreprise. Et je pense qu'effectivement faire évoluer ces systèmes-là globalement, parce que souvent on vous dit, moi je vous raconte mes trucs, mais on a eu par exemple des genres, je vous dirai pas qui, parce que ça serait vraiment pas gentil, mais des grandes écoles que j'avais interviewées dans le temps globalement là-dessus, sur les questions de santé et sécurité, qui m'ont dit mais madame, vous savez à qui vous vous adressez ? Vous savez à qui vous vous adressez. Nous, vous comprenez, on s'occupe et on enseigne à nos étudiants des histoires de stratégie, des questions importantes, pas d'histoire de balai à chiottes, texto. Je dois dire que j'ai fait GLUPS, mais voilà. Et donc c'est la question là aussi, c'est que la capillarité, j'allais dire qu'elle doit aussi monter vers la tête. Comment ça se passe au Canada, à la fois chez toi, donc Université de Montréal, ou ce que tu peux voir ailleurs, ou dans les systèmes de formation, justement, pour faire évoluer et incarner ces valeurs-là? Je dirais que c'est pas tellement différent d'ici, au niveau de la formation. Pour l'évaluation dont on parlait des gestionnaires, c'est sûr qu'il y a une technique qui s'appelle le feedback 360. Mais que la plupart des entreprises, feedback 360, ça veut dire qu'on demande pour évaluer le candidat on va prendre des commentaires venant des employés, des collègues et de la direction. On fait la triangulation de ces trois éléments-là. Mais c'est long, ça coûte cher, puis il y a bien des organisations qui ne veulent pas le faire. Donc, concernant aussi la formation par rapport aux besoins des employés, c'est faible encore. Il y a deux éléments de l'éthique qui devraient au moins être enseignés, qui est l'éthique de la sollicitude, prendre soin d'eux. On est responsable d'un groupe d'employés, on doit prendre soin d'eux. Alors, normalement, et l'éthique de la justice aussi, face à ces gens-là. Que ce soit la justice procédurale, c'est-à-dire la façon de voir avec eux, de comment discuter avec eux, de commenter, que ce soit la justice tout simplement liée à l'équilibre entre ce qu'ils reçoivent du travail et ce qu'on leur donne, c'est rarement ça aussi touché. Avec aussi, je veux dire, on le voit dans les organigrammes des entreprises, c'est le fait que les fonctions prévention ou autres sont généralement, je vais pas dire en N-25 parce que ça serait un peu méchant, mais en N- plusieurs par rapport à des véritables fonctions de direction. Donc la question Michel pour toi, parce que là encore une fois le côté droit et le côté du juge. Comment évolue le juge justement sur ces questions de responsabilité? Donc on a bien vu la responsabilité globale très récente institutionnelle avec la France Télécom finalement qui a quelques mois là globalement pas beaucoup plus, mais justement sur ce qui est l'interpellation à défaut de l'incrimination, l'interpellation des personnes en rôle de management. Bah, disons que déjà le juge, si on parle du côté juridique judiciaire, il faut déjà distinguer entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité civile, ça permet de poser des règles qui vont permettre aux victimes d'être indemnisées. Sur ce terrain-là,
notamment ces 3-4 dernières années, les magistrats indemnisent de mieux en mieux les victimes. Autrement dit, pour les entreprises, les accidents du travail, les maladies professionnelles, ça coûte de plus en plus cher. Le but étant de faire comprendre aux employeurs que la prévention est une source d'économie, que faire de la prévention, c'est aussi une façon de gagner de l'argent. Ça, c'est archi-visible depuis 2 ou 3 ans. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout caché, c'est quelque chose qui est annoncé clairement. Les magistrats font en sorte que les atteintes à la santé au travail coûtent aux employeurs de plus en plus cher. Du côté de la responsabilité pénale, évidemment, bon, vous savez que si on parle de responsabilité pénale, hein, la responsabilité pénale découle et des dispositions du Code du travail et des dispositions du Code pénal. Lorsqu'il y a une infraction au Code du travail et un lien de causalité avec une atteinte à la santé, on peut être poursuivi pour homicide, blessure involontaire, voire même mise en danger d'autrui. Bon, depuis quelques années, alors évidemment, dans les cas les plus graves, hein, les magistrats, dans certaines situations un peu paroxysmiques, n'hésitent plus. C'est encore très rare. Certains pensent que c'est pas assez, d'autres que c'est trop, mais c'est comme ça. On commence à voir des peines d'emprisonnement ferme. On retrouve d'ailleurs un petit peu la même évolution que celle qu'on constate en France sur les sanctions infligées aux chauffards, hein, sous l'empire d'alcool ou d'un stupéfiant. Ça cartonne de plus en plus cher, de plus en plus fort dans les tribunaux correctionnels, et on commence à avoir au pénal des sanctions de plus en plus lourdes, soit à l'encontre du chef d'entreprise, soit à l'encontre, ou les deux d'ailleurs, de la personne titulaire d'une délégation de pouvoir. Donc il y a un durcissement des sanctions pénales qui est encore, disent certains, relativement modeste quand même. Hein. Enfin, on part de loin. Hein. Mais vous voyez, il y a une répression pénale. Si vous voulez, vous savez, il y a juste un mot. Il y a quelques années, quand il y avait un accident du travail, finalement, c'est moi qui interprète, mais je ne suis pas très loin de la vérité, c'est un peu caricatural, mais les juges considéraient qu'il y avait 2 malchanceux, la victime et son employeur. Et donc les sanctions infligées à l'employeur étaient des sanctions assez symboliques. Depuis quelques années, dans certaines situations extrêmement graves, l'employeur ou son représentant n'est plus perçu comme un malchanceux, mais comme un délinquant. Ce n'est pas une délinquance de l'intention, hein, c'est une délinquance du je m'en foutisme, de l'inertie, de la somnolence, mais c'est de la délinquance. Et dans les cas les plus graves, lorsqu'il y a des dégâts humains et des imprudences absolument hallucinantes, l'employeur est traité et va être traité dans les années qui viennent comme un délinquant de droit commun. Et pourquoi pas, on lui infligera ce qu'on inflige à certains délinquants de droit commun, pourquoi pas des peines d'emprisonnement fermes. C'est le sens de l'histoire, de toute façon. Ouais. Ça, c'est ce que Michel Ledoux l'autre jour nous expliquait vraiment très bien, c'est que le sens de l'histoire, effectivement, c'est ça, et que, en gros, c'est indépendant de l'intention. Et ça, on le voit dans d'autres choses, par exemple aussi en matière environnementale, par exemple. L'intention ou l'absence d'intention de polluer, mais le fait qu'on pollue, c'est l'intention, j'allais dire, qu'on s'en fout. En matière de harcèlement moral, des exactement. qui ont pour objet ou pour effet. Ouais. Autrement dit, on peut harceler, être condamné pour harcèlement sans avoir voulu harceler. Un manager extrêmement maladroit, un nul, quelqu'un qui, quand bien même il ne veut pas faire de mal à personne, s'il fait du mal aux gens par son management catastrophique, il peut être condamné pour harcèlement. Le harcèlement moral, c'est pour objet, là c'est le pervers narcissique, ou pour objet, c'est les conséquences de ce qu'on fait. Si on est mauvais, si on est nul, si on fait du mal aux gens, on peut être poursuivi aujourd'hui pour harcèlement moral. Pardon de rire, mais de la coupe aux lèvres, il y a encore loin en matière politique, mais ça c'est un autre débat. Oui. Voilà. Et donc voilà, on va peut-être là maintenant demander à chacun un peu le mot de la fin. Et puis Luc, encore une fois, question pour toi qui travaille beaucoup sur le milieu des soignants. Donc le milieu des soignants, c'est quand même plusieurs millions de salariés, en tout cas en France. On sait, tu disais tout à l'heure, l'intention de quitter. Moi, qui ai été longtemps de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du lit, de côté là, donc j'en profitais pour interviewer les aides-soignants et autres, et en règle générale, y compris les plus juniors, ce qu'elle me disait, c'est nous, on est rentrés dans ce métier parce qu'on est sûr d'avoir un job, mais en gros, plus vite on peut se tailler, au bout de 5 ans, on se taille. Et donc ça, c'est quand même très très mauvais signe pour une profession, parce qu'il faut le temps de former les gens. Comment tu sens, je dirais, en gros, dans le système de santé canadien, les choses évoluer? Je dirais qu'en France, on a nos 3 systèmes, mais voilà. Chez toi, comment ça se passe et comment les managers sont un peu ou pas sensibles à ça? Je dirais que présentement, avec le manque de personnel,
Et surtout avec la détérioration du climat qui s'est passé depuis la COVID, ça va mal, effectivement. Puis quand on regarde au niveau du leadership tyrannique, ça a tendance à augmenter donc dans le milieu. Et le problème, quand on interroge des infirmiers ou des infirmières qui ont été victimes de leadership tyrannique, d'abord, c'est la peur de parler, quand on regarde pour aller plus en détail. Deuxièmement, ils se sentent responsables. Parce qu'ils se disent, ben, j'ai peut-être fait quelque chose de mal, c'est pour ça qu'ils me tapaient sur la tête. Faut en prendre un autre. Il reste sans voix devant les fêtes. OK. Alors, donc, ils se sentent coupables. Et puis, quand on essaie de voir comment ils étaient, eux, avant de subir, donc, de la tyrannie, c'est difficile parce que ça change une personne de subir ça pendant des années. Même pas pendant des années, des fois pendant quelques mois. Ces gens-là sont changés. Et souvent, la porte de sortie, ça va être soit de quitter ou soit de tomber en dépression, en burn-out. Et puis, le burn-out, pour revenir d'un burn-out, ça peut prendre 3 à 5 ans, avec beaucoup de possibilités de rechute lors du burn-out. C'est très long. Donc, vaut mieux, il faudrait que les gestionnaires soient formés aussi pour intervenir avant. Intervenir quand ils voient qu'on a un de ses employés ou une de ses employés commence à présenter des symptômes. Donc, il faudrait réellement intervenir au début. Parce que plus on attend, et ça, c'est typique des gens qui commencent à souffrir de burn-out ou de détresse, c'est que plus ils souffrent de détresse, moins ils veulent d'aide. Et moins ils veulent d'aide, plus ils sombrent. Et après ça, remonter la pente, c'est beaucoup plus long. Merci à vous. Alors, le mot de la fin, je dirais qu'on va essayer d'être positif. Alors, la question est défense d'aller dans du négatif, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'on peut tous faire pour aller vers un management plus positif, soit manager, soit management, soit système. Arnaud. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous le voyez pas, mais on a parlé de leadership tyrannique, et puis moi, j'ai eu l'image qui est derrière vous, qui est juste ici, là. L'espèce de loup avec la cravate. Donc, je l'avais bien, le leader tyrannique. Alors, pour sortir peut-être de cette ornière, on a parlé de la formation, on a parlé de l'évaluation, on a parlé peut-être de l'accompagnement, mais ça suffit pas. Ça correspond, si on voit avec le permis de conduire, ça correspond au code. Il faut aussi passer la pratique. Et pour la pratique, on sait que dans l'exercice du management, on est confronté à des situations complexes, un collaborateur qui arrive bourré au travail ou d'autres types de problèmes. Et je dirais qu'il y a une autre solution auquel les entreprises doivent avoir recours, c'est aussi l'échange de pratiques entre managers et réfléchir ensemble à des nouvelles solutions à partir de leurs problèmes. Et les responsabilités des entreprises aujourd'hui, c'est d'apporter aussi de l'énergie pour que les managers développent eux, ensemble aussi, leurs propres solutions et améliorent eux-mêmes leurs propres pratiques. Oui, merci Arnaud. Et d'ailleurs, sans leur faire de publicité, les ateliers collectifs que le vous collectif, non, t'as plus droit au micro. Le vous collectif, vous développez et que vous à l'ANAC, vous développez, c'est vrai que c'est très bien, d'autres le font aussi. Michel, à toi. Et puis... Oui, deux mots. D'abord, petit 1, évidemment, la santé physique et mentale est désormais au cœur de la vie professionnelle. Ceux qui n'auront pas compris ça vont méchamment souffrir dans les années qui viennent. Puis j'ai une deuxième remarque à faire concernant le harcèlement, c'est que tout n'est pas harcèlement. Hein. Trop d'accusations de harcèlement tuent le harcèlement. On ne vit pas non plus dans un monde de bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. Dans la vie professionnelle, on a le droit de s'engueuler, on a le droit de ne pas être d'accord, ce n'est pas en soi du harcèlement. Hein. À force d'être trop chatouilleux là-dessus, on tue le véritable harcèlement, hein, ce qui doit être puni, sanctionné, poursuivi, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le sexisme. Hein. Donc, il ne faut pas non plus, sans arrêt, quand les gens ont un petit problème aujourd'hui, ils sont en burn-out, ils sont harcelés, il faut que tout le monde atterrisse. Hein. On est en train de saboter, hein, de casser cette chasse au harcèlement, au management toxique, en utilisant ce mot à tort et à travers. Hein. Et ça, j'insiste là-dessus. Hein. On ne vit pas dans un monde idéal où, bien sûr qu'on cherche tous l'harmonie, être bien, mais la vraie vie, elle n'est pas comme ça. Elle est rude, la vie. Puis on voit bien qu'actuellement, hein, il y a des raisons de stress à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas du harcèlement.
le harcèlement caractérisé, il y a une définition, on n'a pas le temps de l'avoir aujourd'hui, mais c'est ça qui doit être chassé, puni et durement sanctionné, et pas les aléas de la vie et les rapports humains, parfois un peu durs, pas toujours faciles à digérer. Je m'arrête. Voilà, écoutez, on va arrêter là et on va vous remercier. Donc je vous propose d'abord qu'on les applaudisse très fort. On les remercie. Merci à vous tous d'avoir été là. Et donc rendez-vous pour le replay la semaine prochaine. Si vous avez badgé, machiné, on a vos trucs et donc on vous les envoie avec les supports. Le support de Luc à qui j'ai coupé la chic, pardon. Le support d'Arnaud. Et puis on a d'excellents trucs. Oui, non mais moi, on a et tout le compte rendu que je vais me taper, pardon, qui sera un peu lent, un peu plus long à faire, mais où on essaie d'avoir des comptes rendus détaillés parce que ce qu'ils ont dit c'est génial. Pardon de ne pas vous avoir laissé la parole. Et bon salon, bonne suite, à bientôt.